Chers amis, bonsoir et bienvenue pour notre troisième séance en direct de notre MOOC Sorbonne Droit des entreprises. La semaine dernière, vous avez vu, nous avons eu quelques petits soucis techniques de son. Nous vous prions de nous en excuser et nous allons tâcher de réparer cela en étant particulièrement dynamique et en répondant à toutes vos questions. Vous êtes toujours nombreux à nous suivre puisque vous êtes maintenant quasiment 7000 inscrits à cette deuxième session du MOOC. Ce seront presque, si tout va bien, 20 000 personnes qui auront été formées au droit des entreprises dans le cadre de ce MOOC si on additionne les deux sessions. Je suis ce soir avec Julien Delvalet. Bonsoir. Voilà, qui, vous le savez, est l'un de nos community managers qui répond de manière très assidue à toutes les questions que vous posez et de manière très juste également. Et je le remercie parce que, vous le savez, un MOOC, c'est aussi beaucoup de travail qu'on ne voit pas pour concevoir les supports pédagogiques et après, derrière, pour répondre, pour vérifier que tout va bien. Et il faut remercier aussi notre équipe technique, bien évidemment, mais nous aurons l'occasion de le faire plus en détail et de manière plus approfondie par la suite au cours du MOOC. Alors, ce soir, nous avons beaucoup de choses à voir ensemble. Nous avons plusieurs thèmes et nous allons tout de suite commencer avec notre premier thème qui est consacré à l'entreprise, l'intérêt social et le juge. Donc l'entreprise, l'intérêt social et le juge, beaucoup de choses là-dedans, des choses qui sont juridiques, des choses qui sont un peu moins ou pas seulement juridiques. L'entreprise, ça n'est pas un concept juridique, vous le savez. Le droit, sinon droit des entreprises, nous sommes trompés peut-être, mais non, je plaisante. L'entreprise, c'est un concept que le droit appréhende et la société, c'est une forme d'organisation juridique de l'entreprise. Mais nous allons voir qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent et nous allons commencer par évoquer les quelques concepts juridiques qui font appel à cette notion d'intérêt social de la manière la plus centrale. Vous en connaissez, Julien ? Tout à fait, effectivement, il existe des thèmes qui sont récurrents en droit des sociétés à l'aune de la problématique de l'intérêt social. Et peut-être le plus connu, dont on entend généralement parler, c'est celui de l'abus de biens sociaux, qui est, entre guillemets, le délit du droit des sociétés le plus connu, à mon sens, en tous les cas. J'ai la sensation que c'est le plus partagé et le plus évoqué dans les difficultés judiciaires que peuvent rencontrer les dirigeants d'entreprise. Alors, les dirigeants et également leurs proches. On pourrait prendre un cas pratique très simple, mais si je suis dirigeant de société et que vous êtes un homme politique ou que vous êtes pas un homme politique, mais si vous êtes une personne quelle qu'elle soit et que je vous invite au restaurant en vous disant « Eh bien, tu sais quoi, c'est ma société qui va payer ce repas, qui n'a rien à voir avec les affaires de ma société », qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous faites de l'abus de biens sociaux? En principe, on peut dire que oui, vous faites de l'abus de biens sociaux. Moi, j'en fais. Oui. Mais vous qui venez de manger et qui êtes invité maintenant avec l'information qui est que c'est la société qui paye. Je suis complice, en tous les cas potentiellement, mais je ne pense pas que je puisse être appréhendé. C'est pas tout à fait de complicité. C'est pas un MOOC de droit pénal, mais c'est pas tout à fait de complicité qu'il est question. Vous êtes en train de profiter d'une infraction. C'est du recel. C'est du recel, tout à fait. C'est du recel d'abus de biens sociaux. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention. Alors, pour le dirigeant, ça peut être très tentant. Vous avez constitué votre SARL et vous allez vous dire que la SARL, c'est moi qui travaille, c'est moi qui l'ai créée. Donc, ce qui est à la SARL est à moi. En réalité, non. Ce qui est à la SARL est à la SARL. Et on l'a dit à plusieurs reprises, mais je sais que pour les échanges, du fait des échanges que nous avons sur le forum, certains d'entre vous sont des dirigeants d'entreprise. C'est quelque chose qu'il faut souligner, Le fait d'utiliser les biens de la société comme ses biens propres, c'est quelque chose de dangereux à plusieurs titres. Abus de biens sociaux. L'abus de biens sociaux, c'est un délit pénal, donc, qui consiste à utiliser les biens de la société dans son intérêt propre, et ça peut commencer avec quelque chose comme une facture que l'on fait payer, une facture personnelle que l'on fait payer à la société.
des repas où on invite ses amis, sa famille, qui ne sont pas liés à la société, parce qu'il y a cette notion d'intérêt social, nous y voilà. C'est le fait d'utiliser les biens de la société dans l'intérêt personnel du dirigeant et de manière non conforme à l'intérêt social. Ça veut dire que si on arrive à démontrer que la dépense est justifiée par l'intérêt social, alors on n'est pas en train de faire de l'abus de biens sociaux. Tout à fait. Alors on a d'ailleurs cette question, vous le savez, en matière de groupe de société. Oui, tout à fait. Ça reçoit quelle application en matière de groupe de société, l'abus de biens sociaux ? Eh bien, c'est la question de savoir si le fait d'engager des dépenses pour une filiale de la société mère, donc de la société qui contrôle la filiale, est-ce que le fait d'engager une dépense dans l'intérêt de la filiale est constitutif ou non d'un abus de biens sociaux ? Alors pourquoi est-ce que ça serait constitutif ? Là encore, on peut s'interroger d'un abus de biens sociaux. J'ai constitué un groupe de société, ça veut dire... Vous avez pas mal de questions d'ailleurs sur le forum, sur les groupes de société. J'ai constitué un groupe de société, et ce groupe de société, ça veut dire que j'ai placé par exemple l'immeuble dans lequel nous exploitons l'activité de l'entreprise. Il y a une société qui le détient, qui est une SCI. Et puis on a une société commerciale qui est une SARL, dans laquelle nous avons placé les actifs qui correspondent à l'activité commerciale de notre groupe. Et nous avons la SARL qui va être locataire du local qui est de propriété de la SCI. C'est le groupe le plus simple qu'on puisse imaginer. Et moi, je suis à la tête des deux sociétés. Est-ce que si la SARL a besoin d'argent, ou est-ce que si la SARL a une difficulté de trésorerie qui fait qu'elle va avoir du mal à payer les loyers qu'elle doit à la SCI, est-ce que je peux dire non, mais ce n'est pas grave, ce mois-ci, tant pis, on ne paye pas les loyers. Et puis pour 2-3 mois, comme ça, on attend de voir si la SARL va mieux. On peut faire ça ? Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas, entre guillemets, abandonner une créance au bénéfice de la société civile, de la société d'exploitation qui serait incapable de payer les loyers. Mais il arrive que dans certains groupes, l'intérêt de groupe puisse justifier que certaines conventions ou certaines pratiques soient, entre guillemets, accomplies entre deux sociétés d'un même groupe. Mais en soi, non, il n'est pas possible parce que l'intérêt social ne le commande pas. Alors, c'est vrai qu'on a cette notion d'abandon de créance. Est-ce que la SARL peut bénéficier d'un abandon de créance ? Je dirais, il faut peut-être nuancer la réponse. L'abandon de créance, ça veut dire renoncer à être payé. Si la SARL ne peut pas payer, la SCI peut sans doute ne pas exiger son paiement de manière aussi rigoureuse qu'elle aurait pu le faire, mais il ne faut pas faire comme si elle n'avait pas de créance. Et donc ça veut dire qu'il faut prendre en compte le fait que la créance n'a pas été payée. Si on voulait faire les choses de manière... aller jusqu'au bout de cette logique, ça veut dire qu'il faut aussi prévoir que la SARL est débitrice d'un intérêt, parce que c'est d'une certaine manière comme si la SCI lui prêtait de l'argent. Bon. Mais il faut bien penser que il faut respecter l'intérêt des différentes personnes morales en cause. Ça veut dire que si le droit vous permet de créer des sociétés qui sont des personnes juridiques avec un patrimoine propre, ça a des avantages parce que ça veut dire que ce patrimoine est étanche, donc les créanciers de la SARL ne vont pas saisir les immeubles de la SCI, ou les créanciers de la SARL ne vont pas vous prendre votre patrimoine personnel, mais en contrepartie, il faut respecter l'autonomie de ces patrimoines. Ça veut dire qu'il faut veiller à respecter l'intérêt de chacune des sociétés en cause. Donc si on prête de l'argent, si une société prête de l'argent à une autre société du groupe, il faut le faire de manière respectueuse de l'intérêt de chacune des sociétés. Ça veut dire, parmi les conditions, c'est la jurisprudence qui a posé ces conditions, qu'il faut notamment prévoir une contrepartie, donc un intérêt, et il faut que l'opération ne compromette pas l'existence de la société qui prête de l'argent ou qui ne recouvre pas ses paiements. Si la société civile immobilière a elle-même besoin d'argent pour payer des charges relatives à l'immeuble, eh bien, il faut qu'elle demande le paiement à la SARL et qu'elle le demande de manière aussi rigoureuse que si elle avait un droit sur un débiteur qui n'était pas un débiteur partie membre du groupe de sociétés. Et pour répondre à une question que vous avez posée, quelles sont les sociétés pour lesquelles l'abus de bien social n'existe pas ?
Je parlais d'ailleurs tout à l'heure, je prenais l'exemple d'un homme politique parce que un homme politique peut être particulièrement, comment dire, cela peut être facilement non pas sujet à la tentation, mais s'il est invité par un dirigeant, voilà, confronté au risque qu'un dirigeant d'entreprise l'invite. Et on peut se demander si c'est dans l'intérêt social d'inviter est-ce que c'est dans l'intérêt de la société d'inviter un homme politique à un dîner, par exemple? Alors on peut se dire, bah oui, c'est dans l'intérêt de la société, mais attention, parce qu'on a des délits voisins, délits de corruption, par exemple, et si c'est, enfin, le fait de faire réaliser à la société des délits va être quasi automatiquement qualifié d'abus de biens sociaux. Il y a une autre notion, je reviens à notre question tout de suite, mais une autre notion qui est celle d'acte anormal de gestion. Cette fois-là, c'est en matière fiscale. C'est le pendant fiscal de l'abus de biens sociaux. Si vous faites faire à la société des dépenses qui ne sont pas justifiées, à ce moment-là, ça vous empêchera de déduire le montant, enfin les sommes dépensées du revenu imposable de la société. Et pour donc répondre à votre question, quelles sont les sociétés pour lesquelles l'abus de biens sociaux n'existe pas? Est-ce qu'il y a des sociétés dans lesquelles on peut, en toute liberté, eh bien, faire ce qu'on veut avec le patrimoine de la société et l'utiliser pour s'acheter une villa, pour partir en vacances ou des paires de chaussures? Non, puisque la personnalité juridique de la société fait obstacle à cela dans la mesure où elle a un patrimoine qui lui est propre. Alors, pour ce qui est de la sanction de l'abus de biens social, elle existe, entre guillemets, pour les sociétés pour lesquelles le législateur a prévu expressément la sanction de l'abus de biens social, c'est-à-dire les sociétés commerciales essentiellement, et surtout les sociétés de capitaux par action. Pour les autres SARL et sociétés par action, on a ce délit. Tout à fait. Et pour les autres? Pour les autres, en fait, il existe le délit, on va dire, de droit commun en matière pénale, qui est le délit d'abus de confiance, qui effectivement va permettre de sanctionner l'utilisation que va faire un dirigeant des biens de la société dans son intérêt personnel, effectivement, mais cette fois encore contrairement à l'intérêt social. D'accord, donc abuser de la confiance, c'est ça, c'est utiliser les biens de la société dans son intérêt personnel. C'est fait par analogie, en tous les cas, pour les sociétés de personnes, dans la mesure où a été remis un pouvoir à un dirigeant qui va gérer les biens de la société, contrairement à l'intérêt dans lequel il était censé. Mais c'est ça, effectivement. L'abus de confiance, c'est le fait qu'on vous remet des biens ou des sommes pour un usage déterminé et vous l'utilisez dans votre intérêt personnel ou pour un autre usage. Et effectivement, l'abus de biens sociaux, c'est une forme aggravée, plus sanctionnée parce que c'est 5 ans d'emprisonnement pour l'abus de biens sociaux et seulement 3 ans pour l'abus de confiance. Mais dans toute société, le dirigeant qui utilise notamment les fonds, mais les biens de manière générale de la société dans son intérêt personnel, est susceptible donc de commettre ce délit, qu'il soit délit d'ABS s'il existe, si on est dans une forme sociale pour laquelle ce délit est prévu, ou abus de confiance. Donc c'est un point qui est important et c'était important de s'arrêter un instant dessus. Alors l'intérêt social, on l'utilise aussi et il est à la base d'autres notions, notamment cette notion d'abus de majorité ou abus de minorité. Abus de majorité, abus de minorité, vous connaissez maintenant ces notions. Ce sont des cas dans lesquels on considère que l'associé a voté. Alors, est-ce qu'il a mal voté? Oui, parce que l'abus de majorité, c'est quoi? Une majorité consiste concrètement pour un majoritaire ou des majoritaires dans une société d'abuser de leur droit de vote, c'est-à-dire d'imposer entre guillemets leur vue, leur conception de l'intérêt de la société, contrairement d'une part à l'intérêt social, c'est-à-dire celui, on va dire, de la société pour l'instant, et par ailleurs, contrairement à l'intérêt commun des associés, c'est-à-dire en rompant l'égalité. Alors il faut s'arrêter un instant sur cette notion d'abus, parce qu'on parle beaucoup d'abus, abus de biens sociaux, abus de confiance, abus de majorité. L'abus, pour l'abus de majorité, c'est le fait... parlons de l'abus de droit d'abord, pour être parfaitement clair. L'abus de droit, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut abuser de son droit alors qu'on est précisément dans son droit? C'est une notion qui est plus restrictive que notre notion d'abus de majorité. L'abus de droit, c'est le fait d'utiliser un droit pour nuire à autrui. Je crois qu'il y a un arrêt que vous devez connaître, Julien, un arrêt avec l'arrêt Clément Bayard de 1915, si je ne m'abuse,
dans lequel vous avez une personne, c'est une des grandes décisions de la jurisprudence civile française, vous avez une personne qui est agacée de ce que son voisin survole son jardin avec des montgolfières ou des dirigeables, et donc cette personne va planter des lances dans son jardin, et on peut imaginer la scène, arrive ce qui doit arriver, vous avez le voisin qui est accroché en haut d'une hallebarde plantée dans le jardin. Est-ce qu'on a le droit de faire ça en disant mais quand même je suis chez moi donc je fais ce que je veux, si je veux planter des hallebardes chez moi, j'ai le droit? Bien sûr que non, c'est-à-dire qu'on peut exercer ses droits dans une certaine mesure de liberté, mais on ne peut pas exercer ses droits jusqu'à l'intention de nuire ou encore tout simplement la volonté de nuire à quelqu'un par cet exercice. Et ça, c'est le droit de propriété, qui est un droit particulièrement fort. Je ne peux pas l'utiliser si je l'utilise uniquement ou essentiellement pour nuire à quelqu'un. Le droit de vote de l'associé, c'est déjà moins fort comme droit, c'est moins égoïste parce que on peut dire que c'est pas un droit d'ailleurs au sens droit subjectif. On ne fait pas ce qu'on veut finalement de son droit de vote et on le voit parce que l'abus de majorité, on n'attend pas que vous ayez voulu nuire à la société. On va vous poser deux conditions pour dire qu'il y a abus de majorité. Il faut vérifier que le majoritaire a agi contrairement à l'intérêt de la société et il faut vérifier qu'il a agi dans son intérêt égoïste. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs à l'abus de biens sociaux qu'on vient de voir il y a un instant. Si vous avez, mais là c'est pas des biens qu'on utilise, c'est son droit de vote qu'on met en œuvre. Imaginons que je sois associé majoritaire et que j'utilise mes pouvoirs pour obliger la société ou pour faire qu'une décision soit prise, pour que la société déplace son siège social et qu'elle aille s'installer dans un immeuble où le loyer est peut-être très cher, un immeuble qui n'est pas du tout adapté à l'activité de la société, mais qui a, à mes yeux, un avantage particulier, c'est que cet immeuble, c'est le mien, et que le loyer que je vais demander à la société est un loyer très important. Donc, si je prends cette décision qui est contraire à l'intérêt de la société et qui m'avantage moi au détriment des autres associés, des minoritaires, eh bien, on peut dire que je commets un abus de biens sociaux. Ça, c'est l'abus positif, mais il y a un abus négatif. Imaginons maintenant que la société doit déplacer son siège social et que vous, Julien, qui avez une minorité de blocage, vous empêchez la décision d'être prise pour des raisons qui ne sont pas liées à l'intérêt social, mais parce que, par exemple, vous considérez que ça va être moins commode pour vous de venir, voilà, vous n'avez pas envie de changer de métro, donc vous considérez qu'il faut que la société reste là où elle est, et peu importe si elle court à la faillite parce qu'elle paye un loyer qui est beaucoup trop cher. Donc vous vous opposez. Et là encore, on va retrouver les conditions qui sont que il faut que vous soyez donc titulaire d'une minorité de blocage, que vous empêchiez la société de prendre, et là on est plus exigeant, c'est pas une décision contraire, c'est l'empêcher de prendre une décision qui soit essentielle à sa survie, essentielle pour l'intérêt social, et en même temps montrer que vous le faites dans un intérêt égoïste. Donc si on arrive à montrer ça, à ce moment-là, eh bien, on a un abus de minorité avec, vous le savez, des sanctions qui ne sont pas les mêmes. L'abus de majorité, on peut faire annuler la décision qui est prise. L'abus de minorité, comme vous avez empêché qu'une décision soit prise, l'arme la plus dynamique, c'est sans doute que vous soyez dessaisi de votre droit de vote et qu'un mandataire judiciaire vienne vous représenter à l'Assemblée. Tout à fait. Donc on vient de voir plusieurs notions qui tournent, enfin plusieurs concepts juridiques qui utilisent cette notion d'intérêt social. Mais alors pourquoi, si on veut un instant s'éloigner un peu du droit technique, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à cette notion? Il y a quelques années, il y avait de grands débats, maintenant ça s'est un peu calmé, mais de grands débats entre juristes sur ce qu'il fallait mettre dans cette notion d'intérêt social. À mon sens, je dirais que la problématique du contenu de l'intérêt social, c'est celle de savoir qui a le pouvoir dans la société, entre guillemets, et qui prend les décisions, qui déterminent l'intérêt social pour la conduite des affaires sociales. Et effectivement, il y a un débat qu'on pourrait situer dans les années 90, qui est celui inhérent aux problématiques de corporate governance, ou plus simplement de gouvernement d'entreprise. On va en parler un peu plus tard. Voilà, exactement. Mais qui est de savoir si l'intérêt social est réductible ou non à l'intérêt commun des associés, ou si l'intérêt social est plus que cela, c'est-à-dire qu'il est plus que le simple intérêt pris objectivement de tous les associés. Et donc savoir quelle est la place
de l'investisseur, donc du capitaliste, l'associé, par rapport à celle du manager, le dirigeant, qui lui prend des décisions au quotidien, à l'inverse de l'associé qui ne se prononce, en théorie du moins, mais en pratique souvent, et c'est souvent le cas dans les assemblées. Alors, vous avez effectivement cette opposition. Est-ce que l'intérêt de la société, c'est déjà qui doit le déterminer? Mais après, qu'est-ce qu'on met dans cet intérêt? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'intérêt avant tout des actionnaires ou des associés? Je ne veux pas politiser le débat, mais on va rencontrer ça concrètement au moment de prendre une décision. Est-ce que, et la question concerne aussi les juristes, est-ce que le dirigeant d'une société agit dans l'intérêt social s'il prend la décision uniquement pour favoriser les actionnaires, ou est-ce qu'il doit avoir en tête l'intérêt de la personne morale, ou est-ce qu'il doit rechercher l'intérêt de l'entreprise avec ses différentes composantes derrière? Alors on est entre l'économique, le juridique, la gestion, le politique bien sûr. Dans quel intérêt une société doit être gérée? Eh bien, à mon sens, elle doit être gérée dans l'intérêt social. Ouais. Merci Julien de cette réponse juste en droit. Juste en droit. La réalité, à mon sens, je ne suis pas dirigeant de société, mais à mon sens, un dirigeant, donc un organe dirigeant type directeur général, gérant, prend des décisions au quotidien. Et qui détermine l'intérêt social? Ce sont les organes de la société au regard des compétences qui sont les leurs. Il est vrai que, à mon sens, et c'est un point de vue personnel, la logique voudrait quand même que le déterminant essentiel de l'intérêt social soit l'intérêt des actionnaires ou des associés, dans la mesure où ce sont eux qui prennent le risque par l'investissement qu'ils réalisent. Après, il est vrai qu'il existe des garde-fous dans une société, c'est-à-dire que les décisions ne doivent pas, entre guillemets, violer de manière trop forte les intérêts catégoriels susceptibles d'être présents dans une société, par exemple les salariés ou encore des porteurs de catégories, disons des valeurs mobilières donnant accès au capital, etc. Je ne veux pas rentrer dans la technique, c'est simplement qu'il existe des garde-fous qui viennent mettre, entre guillemets, des bémols aux décisions qui sont susceptibles d'être prises par les dirigeants associés. Vous posez des questions qui sont tout à fait appropriées, puisque s'affiche la question, doit-on considérer que le tout, la société, est supérieur à la somme des parties qui serait l'intérêt commun des associés? Alors Julien, nous vous écoutons. Non, je plaisante car nous avons déjà beaucoup sollicité sur cette question, mais c'est vrai qu'on n'a pas une réponse. Si on ouvre un code, on ne va pas trouver un manuel pour le dirigeant de comment prendre des bonnes décisions et voilà dans telle situation l'intérêt à préserver. Le dirigeant, il est nommé, on va en parler d'ici peu, par la personne morale. Mais c'est vrai que s'ils négligent trop l'intérêt des associés ou des actionnaires, ce sont eux qui vont, par une décision prise par la personne morale, ce sont eux qui vont le révoquer ou ne pas le renouveler. Donc il doit prendre en compte ses intérêts, et puis la personne morale exploite une entreprise, il faut prendre en compte l'intérêt des autres composantes de l'entreprise, notamment les salariés. Donc il faut prendre en compte ces différents intérêts. Après, c'est aux dirigeants, éventuellement en sollicitant les actionnaires et les associés, ou les associés, de savoir quand privilégier quel intérêt. Voilà. Mais on sait, en revanche, avec certitude, qu'il ne doit pas privilégier son intérêt personnel. C'est une question dont on va avoir l'occasion de reparler, mais c'est une question qui est liée à la question des conflits d'intérêts. Vous savez, c'est un thème qui est particulièrement prégnant, que ces conflits d'intérêts, le fait que si vous êtes placé à la tête d'une société, vous n'êtes pas là pour privilégier votre intérêt personnel, mais vous êtes là pour privilégier l'intérêt social. Votre mission, c'est d'agir dans l'intérêt de la société. Donc, voilà plusieurs concepts juridiques qui font appel à la notion d'intérêt social, et je ne veux pas me priver d'évoquer avec vous, alors on en avait parlé un peu la semaine dernière avec Laure Lavorel qui nous avait rendu visite, cette fameuse loi Hamon sur le droit d'information des salariés. Puisque nous parlons d'entreprise, c'est le moment d'en parler ou d'en reparler. Parce que c'est une loi qui pose un certain nombre de difficultés aujourd'hui d'application, parce qu'on ne sait pas bien comment la mettre en œuvre. C'est une loi qui, je vous le rappelle, prévoit que quand vous cédez un fonds de commerce ou quand vous cédez plus de la moitié du capital social d'une entreprise qui soit à moins de 50 salariés, soit à moins de 250 salariés et rentre dans la catégorie des PME, alors il faut informer les salariés pour que les salariés puissent faire, s'ils ont envie, une offre de reprise. Bon.
C'est une loi qui vise à empêcher les entreprises de fermer faute de repreneurs ou à permettre que les salariés puissent proposer, faire une offre de reprise, éventuellement plus intéressante que celle du repreneur que le propriétaire de l'entreprise avait trouvé. Après, c'est une loi qui a certains aspects trop brutaux peut-être, parce que notamment, si l'on n'informe pas les salariés, la sanction, c'est une possible action en nullité. Donc les salariés pourraient faire annuler la cession de l'entreprise parce qu'ils n'ont pas été informés de ce que le propriétaire de l'entreprise avait l'intention de la céder. Ils n'ont pas été informés, n'ont pas pu faire d'offre de reprise. Eh bien, ils pourront agir, ils peuvent déjà agir devant le juge. Alors, on ne sait pas quel juge, mais ils peuvent agir devant le juge pour demander l'annulation de la cession d'entreprise. Donc, on imagine qu'une cession d'entreprise va être défaite et qu'on va remettre l'entreprise qui aura été gérée pendant quelques mois entre les mains de son propriétaire pour que les salariés puissent faire une offre de reprise qu'ils ne sont pas tenus enfin, du moins que le propriétaire de l'entreprise n'est pas tenu d'accepter d'ailleurs, parce que ça ne l'oblige pas. C'est pas un droit de préemption qui bénéficierait aux salariés. C'est simplement la possibilité pour les salariés de faire une offre de reprise. Voilà. Donc, ça, c'est une des questions que ça pose, parmi les autres questions qui se posent, notamment celle de savoir, puisque la loi vise le cas où le propriétaire d'une participation de plus de la moitié du capital vend à l'intention de vendre cette participation, que se passe-t-il si nous deux qui avons chacun 26% décidons de vendre notre participation? Est-ce que nous devons respecter le dispositif légal? Tout dépend, à mon sens, en tous les cas, si ça entraîne ou non une cession de contrôle, c'est-à-dire une cession... Ça entraîne une cession de contrôle, puisque nous cédons ensemble à la même personne 52%. Très bien, oui. Mais il n'y a pas une personne... Nous ne sommes pas le propriétaire, nous sommes les propriétaires chacun d'une participation qui totalise 52%, mais nous ne sommes pas un propriétaire. Donc la loi ne s'applique pas puisqu'elle définit le propriétaire. La loi ne s'applique pas, mais on est un peu gêné par ça. Alors il y a une foire aux questions, qui est sur le site du ministère de l'économie et des finances et qui confirme que dans cette situation, eh bien, il ne faut pas appliquer le dispositif. C'est intéressant, je l'ai évoqué sur mon blog, cette question, c'est intéressant d'avoir une interprétation de la loi qui est donnée, c'est un peu une interprétation par blog ministériel. Le risque, c'est que, vous le savez, un blog, ça peut se modifier, donc il ne faudrait pas que la personne qui a donné cette opinion, qui est utile pour la pratique, change d'avis, et que du jour au lendemain, eh bien, on réalise une opération en disant « mais bien sûr, on le sait, on a vérifié sur le site du ministère », et puis « ah ». Non, c'est plus là. Bon, on peut imaginer que ça n'arrivera pas. Faisons confiance aux blogueurs ministériels pour ne pas changer d'opinion ou ne pas le faire sans prévenir. Voilà, ça ressemble un peu aux réponses ministérielles, sauf que la différence, c'est qu'une réponse ministérielle, c'est au journal officiel. C'est publié. Et c'est difficile de la reprendre. Enfin, on peut faire une réponse ministérielle qui change, qui donne une solution différente quelques jours après, mais voilà, on ne peut pas reprendre la réponse ministérielle numéro 1. Donc cette loi Hamon, elle est importante. C'est une des lois Hamon, puisqu'il y a plusieurs lois que l'on qualifie ainsi. Il y a une autre loi sur l'action de groupe. En tous les cas, cette loi Hamon, c'est une loi qui a un impact important sur les cessions d'entreprises, particulièrement les cessions de PME. Et donc, je voulais évoquer avec vous cela, puisque nous abordons ici aussi le thème de l'entreprise dans ce sous-thème que nous voyons maintenant. Alors, parmi les questions que vous posez, je crois que nous avons à peu près fait le tour des choses que je voulais voir. Vous aviez posé des questions, j'avais noté sur le forum, des questions sur le GIE, qui n'est pas une société. C'est un groupement d'intérêt économique, effectivement. Voilà. Le GIE, ça veut dire groupement d'intérêt économique. C'est un groupement dont le but n'est pas de réaliser un bénéfice pour le partager entre ses membres. C'est plutôt un groupement. Voilà, la question s'affiche maintenant. Est-ce que c'est une société de capitaux? Non, mais ça n'est même pas une société du tout. Voilà, c'est un groupement qui sert. Il a une activité qui doit être un objet qui doit être auxiliaire
par rapport à celui de ses membres. Par exemple, ça peut être un GIE qui est fait pour réaliser une activité de publicité au bénéfice des entreprises membres qui vont être des entreprises d'un secteur déterminé. Voilà, vous avez j'ai souvenir d'avoir vu un GIE qui assurait des réclames pour les produits laitiers, par exemple. Et donc voilà ce type de groupement ou un GIE qui va assurer un service au bénéfice de ces différents membres. Voilà, nous avons fait le tour de notre premier thème de cette séance et nous abordons maintenant un deuxième thème important qui est consacré au mandat social et au mandataire social. Alors ce thème du mandat social, qu'est-ce que c'est, Julien, en fait, un mandat social ? Vous ne savez pas. Si, je sais, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le définir de manière, on va dire, figée, dans la mesure où le mandat social, ce serait le pouvoir confié à un dirigeant d'administrer la société dans l'intérêt social. Le mandat social, c'est donc la fonction de direction, on pourrait dire, potentiellement, mais il existe des mandats sociaux, par exemple pour les membres du conseil de surveillance, qui ne consistent pas à assurer une direction. Pourquoi compliquer tout de suite les choses ? Mais parce que je pense que la question de la notion même de mandat social pose par ailleurs celle de la nature de ce mandat et donc de savoir si c'est un organe, bon, si c'est un mandataire. N'écoutez pas ce que dit Julien. Non, vous avez tout à fait raison et je vous taquine comme souvent. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que c'est un terme assez commode, mandat social, pour désigner à la fois ceux qui exercent des fonctions de direction, le gérant de la SARL, le président de la SAS, le président directeur général de la SA, et aussi des personnes qui exercent d'autres fonctions, comme les membres du conseil de surveillance, qui ne sont pas des fonctions de direction, mais de surveillance précisément. Alors c'est un organe qu'on trouve dans l'ASA, qu'on trouve dans certaines SAS, et encore, dans l'ASA, pas toutes les sociétés anonymes, celles qui sont avec la forme à directoire et conseil de surveillance, pas la forme à conseil d'administration. Bon. Donc, ce terme de mandataire social, il permet de désigner ensemble ces différents membres des différents organes des sociétés, donc mandataires sociaux. Alors, on ne sait pas bien si c'est un mandat. C'est quoi d'ailleurs le mandat pour enrichir la culture juridique générale de nos MOOCers? Qu'est-ce que le mandat, Julien ? Le mandat est un contrat du droit civil. Oui. C'est un contrat spécial qui consiste à donner un pouvoir à une personne pour qu'elle accomplisse au nom et pour le compte de cette personne qui a donné le pouvoir des actes juridiques conformément à ce que dit en substance l'article 1984 du Code civil. C'est très impressionnant. N'est-ce pas ? Voilà. Donc ça veut dire que si je veux par exemple que vous alliez me représenter à une assemblée de copropriétaires, je vous donne mandat. Voilà, tout à fait. Si je veux que vous signiez à ma place un contrat, je sais pas, la vente d'un bien par exemple, je vous donne mandat. Donc je suis mandant, vous êtes mandataire, mais généralement, dans le Code civil, on appréhende cela comme un contrat plutôt d'amis, enfin historiquement c'était ça, après ça se retrouve quand même par certains aspects dans le Code civil, par exemple c'est normalement gratuit, un mandat du Code civil, et donc normalement c'est plutôt pour accomplir un acte déterminé. Le mandat social voit le dirigeant de société, si on prend le cas des dirigeants, avoir une activité permanente. Il va représenter la société de manière permanente et on hésite à qualifier ce mandat de contrat et à le rapprocher du mandat du Code civil ou à y voir autre chose, une relation. Alors on parle d'organe parce que on considère que il y a moins de distinction entre le dirigeant et la société. Il l'incarne d'une certaine manière plus que dans la relation mandant-mandataire au sens du Code civil. Alors ce mandataire social, un certain nombre de questions se posent, parmi les questions que vous posez et qu'on a déjà vu passer ensemble. Est-ce qu'un gérant de URL peut cumuler son mandat social avec un contrat de travail? C'est une question assez classique et la réponse est très simple, tellement simple que vous nous la donnez sur le champ, mon cher Julien. Eh bien non, je plaisante évidemment. Un mandataire social type gérant d'une URL peut parfaitement cumuler sa fonction de gérant avec un contrat de travail, mais évidemment et comme toujours à certaines conditions, c'est-à-dire dès lors qu'il a un emploi effectif et qu'un lien de subordination juridique existe avec la société dont il est le dirigeant. Et c'est d'ailleurs l'essentiel de la question, c'est de savoir si le dirigeant est véritablement en subordination juridique vis-à-vis de la société qu'il dirige par ailleurs.
Alors, votre question est particulièrement difficile parce que gérant de URL, il nous manque un élément peut-être. Qu'est-ce qu'il ne faut pas avoir comme gérant de URL enfin, quelle qualité ne doit-il pas avoir? Il vaut mieux éviter que le gérant soit également associé unique. Voilà. Si vous êtes gérant et associé unique, vous savez que vous n'avez pas de lien de subordination. Si vous êtes gérant et associé majoritaire, vous n'avez pas de lien de subordination. Mais effectivement, si vous êtes gérant alors d'une URL, pourquoi pas? Mais on l'avait déjà dit, je crois, plus la société est petite, plus ce sera difficile de montrer que vous exercez un emploi distinct de vos fonctions de gérant. On le disait la semaine dernière avec Laure Lavorel, si vous êtes à la fois directeur général, donc mandataire social, et directeur commercial, lorsque vous allez négocier un contrat avec un partenaire, est-ce que vous le faites en qualité de directeur commercial ou en qualité de directeur général? Celui qui signe à la fin, c'est plutôt le directeur général, mais le directeur commercial pourrait avoir une délégation de pouvoir, donc pourrait signer aussi. C'est pas facile de différencier ces fonctions. Et plus la société est petite, plus ça va être difficile. Donc le mandataire social, une des questions qui se pose, et je voulais qu'on s'arrête ensemble sur cette notion, c'est la question de conflit d'intérêts. Et une application particulière, c'est ce que l'on appelle le régime des conventions réglementées. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que sont ces conventions réglementées? Ce sont des conventions qui sont visées par un régime particulier. Finalement, on tourne un peu en rond, eh bien, ce sont des conventions qui sont réglementées. Voilà la définition des conventions réglementées. Et nous pouvons changer de sujet. Donc, thème suivant. Non, ne lancez pas le bandeau suivant. Donc, revenons à nos conventions réglementées, parce que c'est un sujet qui, en pratique, se pose très souvent. La loi prévoit dans de nombreuses sociétés, particulièrement dans les sociétés anonymes, dans les SAS, dans les SARL, un régime qui comporte pas mal de subtilités et qui permet, ou plutôt qui oblige à soumettre les conventions sensibles conclues par le dirigeant avec la société ou conclues par un actionnaire significatif ou un associé avec la société, et bien qui oblige à soumettre ces conventions à une procédure de contrôle en plusieurs étapes. Par exemple, dans la société anonyme, comment ça se passe, Julien? Qui est la société, je le rappelle, la plus encadrée, et particulièrement de ce point de vue-là? Eh bien, dans les sociétés anonymes, effectivement, le régime juridique des conventions réglementées est assez fort dans la mesure où il y a une procédure d'autorisation préalable qui est donnée par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance selon le cas. Et ensuite, outre les rapports et étapes intermédiaires, donc rapport du commissaire au compte de la société, une approbation en assemblée générale par donc les associés de la dite convention qui a été conclue en fonction des personnes, selon le dirigeant et sa société, l'actionnaire significatif, etc. D'accord, donc si on prend un exemple, ça veut dire que, imaginons que je veuille conclure un contrat avec la société que je dirige, qui est une société anonyme. La société, on peut prendre cet exemple-là, construit des piscines, par exemple, eh bien, je vais me faire livrer une piscine. Pas sûr que le terme soit juridiquement exact, mais on s'en satisfera pour le moment. Je vais me faire livrer une piscine par la société. Vous êtes le conseil d'administration. Donc, comment mal faire les choses? Eh bien, je ne passe pas par vous et je vais voir un responsable, un cadre de la société. Je lui dis, il faudrait venir installer une piscine chez moi à telles conditions, mais vous allez m'appliquer, cher ami, parce que je suis votre patron, vous allez m'appliquer un tarif qui va être égal au tiers, parce que quand même, bon, faut pas exagérer, mais vous allez m'appliquer un tarif qui va être égal au tiers du tarif normalement facturé. Ça, c'est la mauvaise manière de faire. On peut le dire. Une manière un peu moins mauvaise, c'est de... Ça serait quoi d'ailleurs pénalement, ce que je viens de dire? Ça confine quand même à de l'abus de biens sociaux. Voilà, on est assez proche de l'abus de biens sociaux. Je vais utiliser les moyens de la société dans mon intérêt personnel et c'est contraire à l'intérêt social puisque je suis en train de faire perdre de l'argent à la société pour le coup. Bien. Et donc une manière un peu différente et un peu meilleure de faire consisterait donc à aller voir le conseil d'administration avant
et à lui dire, cher représentant du conseil d'administration, j'envisage la signature d'une convention avec la société portant sur l'installation d'une piscine à un prix égal à 30% du prix normalement facturé. Eh bien, en ma qualité de conseil d'administration, je n'approuverai pas nécessairement cette convention. C'est-à-dire, je ne vous donnerai pas nécessairement l'autorisation préalable. Donc, de ça veut dire conclure. qu'on n'a pas encore signé la convention, mais le conseil ne l'autorisant pas, si je la conclus quand même, la convention pourrait être annulée. Alors, je deviens plus raisonnable et finalement, ce n'est qu'un rabais de 10 ou 15% que j'obtiens, peut-être la même chose qu'aurait obtenu un client particulièrement fidèle de la société. Le conseil d'administration autorise. On donne notre accord, on vote l'autorisation de la signature de la convention. J'en suis ravi. Mais c'est un plaisir. Mais c'est tout à fait normal. Nous barboterons en famille en pensant à vous. Donc, autorisation du conseil est donnée. Je signe la convention. Donc, voici devant moi une convention d'installation de piscine. Je la signe en mon nom personnel. Et qui signe au nom de la société? Eh bien, vous-même. Eh oui, puisque c'est moi qui représente la société, donc je la signe aussi 2 fois. À nouveau, mais cette fois-là, je la signe en tant que représentant de la société. Donc voilà la convention signée. Qu'est-ce qu'on en fait de cette convention? Eh bien, on doit ensuite la transmettre au commissaire aux comptes de la société s'il existe. Généralement, il existe dans les sociétés anonymes puisque c'est une obligation légale et c'est un organe, je le précise tout de même. Et il va établir un rapport sur cette convention en vue de sa transmission à la plus prochaine assemblée générale pour approbation, cette fois, par les associés. Ça veut dire que tout le monde à l'assemblée va voir passer ma piscine? Complètement. Voilà. Alors, est-ce qu'on n'a pas quand même une petite exception, non pas pour tricher, mais pour ne pas obliger l'Assemblée à devoir approuver toutes sortes de conventions? On peut prendre le dirigeant d'une société qui commercialise des chaussures de sport. Est-ce que chaque paire de chaussures doit faire l'objet de cette lourde procédure? Non, effectivement, puisqu'il existe des conventions dites courantes, c'est-à-dire les conventions qui sont conclues à des conditions normales, c'est-à-dire les conventions les plus habituelles pour la société. Voilà, alors qui porte sur... enfin, il faut que la convention porte sur une prestation qui est habituellement fournie par la société et que ce soit fait en plus à des conditions normales. Et donc, à ce moment-là, on échappe à cette procédure. Tout à fait. Même si, et on se rapproche déjà de notre dernier thème qui est celui du gouvernement d'entreprise, je pourrais, parce que je considère que tout de même si c'est l'achat d'une paire de chaussures, je veux quand même montrer que je suis un dirigeant particulièrement honnête et attentif à l'intérêt social, je pourrais soumettre cette convention à la procédure. Voilà. Donc, je pourrais saisir le conseil d'administration de cet achat important que j'envisage de faire d'une paire de chaussures de sport. Bien. Donc, le mandat social, je voulais qu'on s'arrête vraiment sur cette notion de convention réglementée en précisant que suivant la forme de société à laquelle on s'intéresse, on n'a pas la même procédure. Et il faut faire attention à ça parce qu'on peut se laisser piéger par ces petites différences entre les formes sociales. La société anonyme, on vient de le voir, autorisation préalable du conseil d'administration à peine de nullité, rapport du commissaire aux comptes, approbation par l'Assemblée. Dans une SAS, ça ne se passe pas pareil. C'est comment, Julien, dans une SAS? Eh bien, dans une SAS, il n'y a pas de procédure aussi réglementée que celle-ci et une seule approbation de l'Assemblée générale sur rapport du commissaire aux comptes, s'il existe, suffira pour faire, entre guillemets, connaître la convention à l'Assemblée des associés. Voilà, donc là, on n'a pas en plus cette régime nullité. simple. Et il n'y a pas effectivement le risque de nullité. Régime plus simple. Et dans la SARL, on a aussi un régime qui, normalement, n'est que de l'approbation a posteriori. Ce n'est que dans des cas très particuliers qu'on a une autorisation préalable. Et on n'a pas de risque de nullité. Et là encore, des subtilités. Dans la SA, dans la SARL, la personne intéressée ne participe pas à la décision de l'Assemblée qui va approuver la convention ou refuser d'approuver la convention. En revanche, dans la SAS, on n'a pas d'interdiction du droit de vote et vous le savez, on ne peut pas interdire, on ne peut pas retirer le droit de vote dans des hypothèses qui ne sont pas prévues par la loi. Voilà, je voulais qu'on fasse ce petit focus sur les conventions réglementées parce que c'est toujours un thème assez sensible et que vous verrez
si vous travaillez dans le secteur du droit ou de l'entreprise, que vous verrez passer à un moment ou à un autre. Parmi les questions que vous avez posées, quelle différence entre donner mandat et donner pouvoir? Eh bien, on peut dire qu'il n'y en a pas vraiment, parce que celui qui donne mandat donne le pouvoir de signer un ou plusieurs actes juridiques et généralement de négocier avant cela un ou plusieurs actes juridiques au nom de la personne, au nom du mandant. Tout à fait. Voilà. Mais le terme juridique, le contrat spécifique pour donner pouvoir, c'est le contrat de mandat. Et c'est vrai qu'en pratique, on entend souvent ce terme qui est « nous avons donné pouvoir ». Ou procuration. Voilà, faites-moi un pouvoir, faites-moi une procuration. Juridiquement, cela désigne un mandat. Tout à fait. Autre question que vous posez, dans une SAS à 2 associés et 6 salariés, le président peut-il avoir un emploi effectif malgré la loi du 22 mars 2012, qui est la loi Warsmann II? Question piège. Question piège, puisque, à mon sens, dans la SAS, effectivement, le président peut tout à fait avoir un emploi effectif. Donc pas une question piège. Non. Bien. Bien, alors merci de cette réponse. Je vous taquine décidément un peu trop. Alors non, là, je dis question piège parce que la loi Warsmann II est venue changer le régime du cumul dans les sociétés anonymes. Voilà. Donc dans les sociétés anonymes, vous aviez jusqu'à cette loi une règle qui était que vous ne pouviez pas être administrateur dans un premier temps et administrateur en fonction, vous faire consentir un contrat de travail. Il fallait forcément qu'il y ait une antériorité du contrat de travail. Vous pouviez être salarié le lundi et devenir administrateur le mardi. Mais vous ne pouviez pas être administrateur le lundi et signer un contrat de travail avec la société le mardi. Et donc la loi Warsmann II a effectivement prévu que dans les sociétés anonymes qui satisfont aux critères des PME, eh bien, on peut être administrateur et conclure un contrat de travail alors qu'on est en fonction. Voilà. Et je disais que la question était aussi un piège parce que je comprends bien qu'on parle de SAS à 2 associés et 6 salariés. Il y avait peut-être une question de seuil puisque dans la société anonyme, nous ne pouvons pas avoir plus du tiers des administrateurs en fonction qui sont liés à la société par un contrat de travail. Mais là encore, dans la SAS, cela ne s'applique pas. La loi, la disposition légale qui prévoit cela ne s'applique pas dans la SAS. Parmi les questions que vous posez aussi, la nature de la rémunération d'un dirigeant de société anonyme, eh bien, c'est une rémunération qui est particulière parce que ce n'est pas le salaire. On parle parfois dans la presse du salaire des patrons, mais alors, ça peut être un salaire si le dirigeant a un contrat de travail, mais sa rémunération pour être dirigeant n'est pas un salaire, c'est une rémunération de nature juridique distincte qui est prévue par le Code de commerce et que les associés peuvent fixer et que les associés d'ailleurs peuvent parfois ne pas prévoir parce qu'il n'est pas dit que tout dirigeant doit être rémunéré. Simplement, si le dirigeant souhaite être rémunéré et que les associés ou les actionnaires ne le veulent pas, eh bien à ce moment-là, le dirigeant considérera qu'il ne veut pas conserver son mandat dans la société. Nous passons maintenant à notre 3e thème qui aborde 2 notions qui sont celles du gouvernement d'entreprise dans le désordre et de la RSE. Et la question me brûle les lèvres. Mon cher Julien, qu'est-ce que la RSE? Eh bien, Bruno, il n'y a pas à proprement... Restons sérieux, si vous... Je reste ça. Il n'y a pas à proprement parler de définition juridique de la responsabilité sociale, sociétale, environnementale, même s'il est prévu dans les sociétés cotées l'obligation de faire un rapport sur ces problématiques, à savoir que la société peut être tenue responsable des agissements des sociétés dont elle a le contrôle au sens direct ou indirect que détermine le Code de commerce. Vous esquivez habilement la question. Tout à fait. Responsabilité sociale et environnementale, parfois on lit responsabilité sociale de l'entreprise. Alors ça renvoie... Nous avons un MOOC juridique, mais ça renvoie à des questions, là encore, économiques et politiques. Est-ce que l'entreprise a une responsabilité envers la société?
Est-ce qu'elle doit se préoccuper de faire le bien autour d'elle, ou est-ce que, pour reprendre la formule d'un économiste, est-ce qu'on ne doit pas dire que business, business is business, c'est-à-dire qu'une entreprise, eh bien, pour faire le bien et pour servir la société, elle doit gagner de l'argent, et cet argent, elle doit le redistribuer à ses actionnaires, si elle est sous forme de société par action, faire travailler des personnes et donc avoir des salariés. Est-ce qu'elle doit en plus faire quelque chose? Bon, c'est une question qui est plutôt politique, mais on voit cette question, et économique, mais on voit cette question, on la voit affleurer en droit, parce que de plus en plus, on voit apparaître des textes qui font référence à des notions issues. Alors, c'est un ensemble de concepts, la RSE, et de notions. Par exemple, on parle de développement durable. C'est rattachable à cette notion. C'est-à-dire qu'une entreprise doit s'assurer de ce que son activité n'a pas un impact trop fort sur les ressources naturelles, de ce qu'elle contribue à la formation des personnes qui travaillent pour elle, de ce qu'elle se préoccupe de l'égalité des sexes, de la représentation des diversités en son sein. Jusqu'à maintenant, on le voit plutôt en termes d'information. C'est une démarche qui est un peu particulière, plutôt que de dire qu'une entreprise doit avoir un certain nombre, doit avoir un financement minimum destiné à ces champs d'activité, eh bien, on va plutôt demander à une société, particulièrement les sociétés de grande taille, d'informer leurs actionnaires de ce qu'elles font dans les domaines liés à la RSE. Ça veut dire que on ne leur impose pas directement des obligations dans ce domaine, mais on peut imaginer que ces grandes entreprises vont être gênées de dire, eh bien, qu'avons-nous fait? Mais rien. Rien, voilà. Et sinon, nous allons vous parler de l'exercice qui vient de s'écouler. Donc, pour dire qu'elles ont fait quelque chose, eh bien, on peut penser qu'elles vont effectivement faire quelque chose. Bon. Vous avez actuellement, et c'est l'occasion d'évoquer cela, vous avez plusieurs propositions de loi, certaines qui, a priori, ne seront pas adoptées, d'autres qui sont, au moment où nous parlons, en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Vous avez des propositions de loi qui visent à donner des obligations, mais cette fois-là vraiment des obligations très concrètes, de la responsabilité civile aux sociétés. Alors cette fois-là, on est plutôt, c'est une autre application, mais on peut rattacher cela à la RSE. On veut donner des obligations aux sociétés quant à l'activité de leurs filiales et de leurs sous-traitants. Est-ce que normalement une société est responsable, Julien, de ses filiales ou de ses sous-traitants ? Non, en principe, une société n'est pas responsable ni de ses filiales ni de ses sous-traitants, dans la mesure où elle est une personne juridique autonome et qu'elle a son patrimoine propre, et que, sauf cas exceptionnel de confusion des patrimoines, elle n'a pas à engager sa responsabilité personnelle pour les agissements d'un tiers à la société. D'accord, donc ça veut dire que dans un groupe de sociétés, si j'ai une filiale du groupe qui exploite une activité dangereuse pour l'environnement, et que cette filiale cause un préjudice important à différentes communes, par exemple, elle a des installations portuaires, et ces installations, eh bien, il y a une fuite, je ne sais pas, de gaz, de pétrole, de ce que l'on veut, ça cause un préjudice important aux riverains, aux communes, un préjudice environnemental important. Tout le groupe est responsable ? Non, seulement la société qui est à l'origine, effectivement, du cataclysme, de la fuite de gaz, de la fuite de pétrole, etc. Seule la société. Seule la société est en principe responsable. Alors, on a créé une responsabilité particulière environnementale lorsque la société filiale n'est pas en mesure de payer, on va pouvoir solliciter la société mère, mais le principe, c'est qu'une société n'est responsable que de ses propres actes. Et donc, la filiale seule est en principe responsable, pas la mère. Le sous-traitant est en principe seul responsable. Et si je recours, moi, société française, à des sous-traitants qui travaillent dans de mauvaises conditions, qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas plus largement ce que l'on appelle les droits humains, eh bien, à ce moment-là, je dis ce que l'on appelle les droits humains car il y a quelques années, on a vu disparaître l'expression droit de l'homme au profit de droits humains. Voilà, je vous signale cette nuance de notre vocabulaire. En tous les cas, donc, normalement, seul celui qui commet la violation des droits humains
ou du droit plus largement, est responsable, mais ces propositions de loi visent à étendre la responsabilité. Le but, c'est de faire en sorte que nos sociétés françaises ne recourent pas à des sous-traitants ou ne laissent pas leurs filiales travailler dans de mauvaises conditions, particulièrement les filiales ou les sous-traitants qui sont localisés à l'étranger. Après, il doit y avoir un débat, parce qu'on peut se demander si, est-ce que quand la loi sera adoptée, si elle est adoptée, on ne va pas mettre à la charge de nos entreprises une charge excessive en leur demandant non seulement de contrôler ce que font leurs filiales et sous-traitants, mais éventuellement en les sanctionnant et en engageant leurs responsabilités si jamais on constate qu'elles ont mal surveillé. Ce n'est pas qu'elles ont commis des violations directement, mais elles ont mal surveillé leurs sous-traitants et leurs filiales. C'est une manière d'aller au-delà du principe de personnalité morale et du principe de responsabilité personnelle. Voilà. Après, c'est un débat qui est là encore politique, de savoir si on veut aller au-delà de ces principes parce qu'on cherche un résultat particulier. Du point de vue purement juridique, il faut comprendre que c'est assez exceptionnel d'aller au-delà de la personnalité morale. Le principe aujourd'hui bien en vigueur, c'est celui selon lequel chaque société n'est responsable que de ses propres fautes. Tout à fait. Alors nous avons vu là encore pas mal de choses. Pour terminer sur le gouvernement d'entreprise. Le gouvernement d'entreprise, de quoi s'agit-il, Julien ? Il n'y a pas de définition là encore. Oui, encore une fois, le gouvernement d'entreprise consiste à, entre guillemets, édicter un certain nombre de recommandations, parfois qui deviennent même des obligations, dans le sens d'une meilleure gouvernance des sociétés et donc d'une meilleure prise en compte des intérêts qu'elle est susceptible d'une part d'intégrer, d'autre part d'atteindre. Voilà, l'idée c'est que à côté de ce que prévoit la loi sur la manière dont une société est dirigée, vous trouvez dans des codes de gouvernance ou de gouvernement d'entreprise un certain nombre de recommandations qui sont de la soft law, c'est-à-dire que ça n'est pas dans la loi. On va recommander, par exemple, que dans les sociétés cotées, je prends cela comme exemple, mais qu'on ait un certain nombre d'administrateurs indépendants au sein du conseil d'administration. Ça n'est pas encore ou ça n'est que peu une obligation légale, mais il est recommandé que on intègre au conseil d'administration des personnes qui aient un point de vue qui n'est pas celui des autres administrateurs qui sont peut-être liés ou désignés par l'actionnaire majoritaire et donc qui ont un lien avec lui et qui ne vont peut-être pas poser les questions qui dérangent lors des délibérations du conseil. Vous avez d'autres règles, d'autres règles. C'est un lapsus, ce sont des recommandations. Il est recommandé aux sociétés qui se soumettent volontairement à ces codes. On peut parler par exemple du code AFEP-MEDEF qui a été modifié. Sa dernière version date de 2013. C'est le code qui est utilisé par les plus grandes sociétés cotées. Vous avez un autre code qui est le code Middle Next qui est moins détaillé, qui concerne plutôt des sociétés de plus petite taille. Dans tous les cas, les questions que les codes invitent à se poser sont de bonnes questions parce que c'est intéressant de se demander si on veut avoir des administrateurs indépendants à notre conseil d'administration, en plus de nous, par exemple, représentants de l'actionnaire majoritaire. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ce soir sur le gouvernement d'entreprise. Et nous évoquons maintenant, comme à chaque fois, notre cas pratique auquel j'ai donné un titre qui a peut-être contribué au succès qu'il rencontre, puisque ce cas pratique s'appelle 50 nuances de droit. Je ne comprends pas ce qui peut vous faire tiquer. Ce cas pratique... je n'aurai ici que des propos tout à fait acceptables. Je vous signale simplement que la plupart des questions qu'il pose font appel à des choses que nous avons vues ce soir. Et comme souvent, on ne vous aide pas beaucoup en vous donnant, enfin, on ne vous livre pas sur un plateau les questions juridiques. Il faut les trouver. Donc c'est à vous de repérer quels concepts peuvent être utilisés et vous êtes consulté comme pourrait l'être un avocat à qui on exposerait la situation
et c'est à vous de trouver les arguments juridiques. Donc petit à petit, nous allons plus loin dans la complexité de ces cas pratiques, je n'ose pas dire dans la souffrance, car ce serait malvenu avec le titre de notre cas pratique. Voilà, c'est sur ce petit mot d'humour que nous vous souhaitons une bonne soirée, que nous vous remercions pour votre participation sur le forum, au cas pratique et par Twitter, puisque vous posez beaucoup de questions et nous vous en remercions. Merci Julien d'avoir répondu tenté, on va aux dire, différentes questions que je vous ai posées. Très bonne soirée. Bonne soirée.